Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2018. Après la mise en ligne de la vidéo qui va suivre pendant une petite semaine, on avait 75 000 vues. Mais cette vidéo a été suspendue par YouTube, donc là je fais une seconde tentative et je vais essayer de mettre la vidéo sur une autre plateforme et éventuellement de créer une vidéo où il n'y ait pas de prétexte de suspension comme ces problèmes de droit d'auteur. Donc voilà, c'est reparti. Le 1er mars, il y a un mois et demi, le président Vladimir Poutine a fait un exposé de 2 heures devant des représentants du Parlement, de la Douma, et dans la seconde partie, il a évoqué l'existence d'armes russes tout à fait exceptionnelles. Comment ça se passe entre les Russes et les Américains depuis des décennies? Finalement, c'est pas très compliqué. Là, on parle de guerre froide, mes missiles contre tes missiles, mes sous-marins contre tes sous-marins, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus costaud, c'est le beurre ou les canons. Alors à ce moment-là, les Américains sont plus riches que les Russes, et eux, ils ont décidé qu'ils pouvaient s'offrir le beurre et les canons. Et pour les Russes, ça posait un problème. Alors ce qui fait que quand il y a eu par exemple l'époque Reagan, les Américains ont multiplié les provocations du côté russe qui se sont sentis en situation d'infériorité. Donc il y a eu un énorme... Je sais pas, je crois que le chiffre, c'était que la part du produit national brut qui allait aux armements en Russie, c'était 50%. Bon, ça a saigné le pays complètement à blanc, puisqu'ils ont fini par s'effondrer. Alors le brave Gorbatchev a opté pour une détente, qui était en fait une fausse détente, et le pays est parti complètement en miettes. Helsinki a accepté de le flanquer par terre, et voilà tout d'un coup Poutine qui arrive en selle, et nous avons en face les présidents successifs, Obama, maintenant c'est Trump. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains ? Eh bien, ils ont dénoncé le traité sur les armes antimissiles. Il y avait un traité ABM, Anti-Ballistic Missile, où on s'interdisait le fait de construire des choses comme ça. Sur Terre, les hommes passent leur temps à se faire la guerre. Regardez, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, entre 1918 et 1939, il s'est écoulé 21 ans. C'est très court. Eh bien, en dépit de tout ce que les gens avaient enduré pendant la Première Guerre mondiale, on a quand même trouvé le moyen d'en fabriquer une seconde, 21 ans après, en 1939. Quel âge avaient les citoyens allemands en l'âge de faire la guerre? Alors si vous prenez un type qui avait 18 ans en 1918, 21 ans après, il en avait 39. Vous prenez un type qui avait 28 ans en 1918, il avait 49 ans. Il y avait des gens qui étaient dans la force de l'âge et qui ont quand même été embarqués dans cette guerre et qui n'ont pas pu dire arrêtez, la guerre c'est horrible. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, quelque chose est apparu grâce à l'arme nucléaire. Parce que la guerre nucléaire, c'est tellement horrible qu'on ne peut pas la faire. Alors on a cette stratégie qu'on appelle MAD. En anglais, MAD, ça veut dire fou. Ça veut dire Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. Donc on ne peut pas se lancer dans une troisième guerre mondiale nucléaire parce qu'on morflerait. Alors par contre, si on a des armes antimissiles, eh bien à ce moment-là, on pourrait éventuellement attaquer l'autre, mais se protéger soi-même. Donc les Américains ont tablé sur le coup, on va développer des armes antimissiles et les Russes vont être obligés de faire la même chose. Alors ce sera mes armes antimissiles contre les tiennes jusqu'à ce que les Russes finissent par crever économiquement comme l'Union soviétique quelques années plus tôt. Alors dans un premier temps, les Russes ont développé des armes balistiques conventionnelles mais en accroissant énormément la portée. Donc écoutez ce que dit Poutine. Dans la première version de cette vidéo, j'avais présenté des extraits du discours de Poutine prélevé dans une vidéo de la chaîne Russian Today. Mais après 75 000 vues, ma vidéo a été invalidée, donc peut-être pour des problèmes de droit d'auteur. La solution est donc de vous présenter une image fixe. Quant à la voix de la personne qui double Poutine, et bien maintenant ce sera la mienne. Donc écoutez ce que dit Poutine. Le système d'armes Voyevoda avait la portée de 11 000 km. Il n'y a pas de limite pour la portée de ce nouveau système d'armes Sarmat. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce système d'armes pourrait frapper tout objectif via le pôle sud ou bien le pôle nord.
si vous prenez une map monde, vous voyez tout de suite que le chemin le plus court qui mène de la Russie aux États-Unis passe par le pôle Nord. Donc les armes transpolaires qui passent par le pôle Nord, qui ont des portées de 8 à 11 000 km, c'était l'armement standard, ce qui impliquait des armes antimissiles déployées au nord des États-Unis. Les Russes annoncent qu'ils ont développé un système Starmat avec des fusées beaucoup plus puissantes qui peuvent faire des attaques transpolaires en passant par le pôle sud. Et là, vous voyez sur cette image empruntée une des vidéos présentées par Poutine, les trajectoires alléguées qui effectivement ont des allongements considérables. Mais maintenant, Vladimir Poutine poursuit son discours. Ce n'est pas tout. Nous avons commencé à mettre en place des systèmes d'armes qui n'utilisent pas des trajectoires balistiques. Et cela veut dire que le bouclier antimissile perd son sens. Effectivement, s'agissant de protéger les États-Unis, on ne peut pas envisager un bouclier antimissile planétaire qui puisse prendre en charge toutes les approches, toutes les trajectoires. Ça n'est pas possible. Alors maintenant, écoutez bien la phrase suivante de Poutine. C'est la création de l'installation nucléaire de petite dimension qui équipe notre missile de croisière, qui possède les mêmes dimensions que le missile américain Tomahawk. Là, vous avez bien noté ce qu'il vient de dire. Il parle d'un petit générateur nucléaire qui est logé à bord d'un missile Tomahawk. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un missile Tomahawk? Là, vous en avez une image. Il est en train de voler à 800 km/h à côté d'un avion américain. C'est un objet de ces petites tailles. Ça fait 5,40 m de long, 50 cm de diamètre. Ils peuvent être tirés à partir d'installations au sol, à partir d'avions, à partir de bateaux, à partir de sous-marins. Ce sont des machines qui se guident en suivant les reliefs du sol à une altitude qui se situe entre 20 et 100 mètres pour échapper au radar. Quant à leur portée, eh bien ça dépend de la charge qu'ils emportent. Alors quand ils ont une charge maximale, ils ont une portée de 1100 km. Et puis avec quelque chose d'un peu plus léger, c'est 2500 km. Maintenant, faites très attention à ce que dit Poutine. Il s'agit donc d'un missile de croisière russe qui est d'assez petite taille. Et voilà ce qu'il annonce concernant ses performances. Qui vole à basse altitude, qui est très difficile à détecter, avec presque la portée illimitée. Vous avez bien entendu, ce missile de croisière russe a une portée illimitée. Ça, c'est rigoureusement impossible avec une source d'énergie chimique. Donc c'est une source nucléaire. Alors c'est vrai que dès l'après-guerre, les Américains, par exemple, ont envisagé de fabriquer des sous-marins nucléaires qui aient une portée illimitée, mais aussi des avions nucléaires à portée illimitée. Mais le problème, c'est le blindage. Autant c'est une chose qu'on peut mettre à bord d'un sous-marin nucléaire, autant sur une machine volante, ça n'est pas possible parce que c'est beaucoup trop lourd. Mais maintenant, les Russes ont appliqué le principe suivant. Puisqu'il s'agit d'un missile de croisière qui porte une arme, on doit peut-être apporter une certaine protection pour le système de guidage, mais on n'a pas besoin de l'équiper d'un blindage. Alors il se passe une chose, c'est que lorsque vous avez une source d'énergie de type nucléaire, c'est-à-dire un réacteur, eh bien tant que ce réacteur n'a pas été amorcé, il ne produit aucune radioactivité. Regardez, sur le dessin suivant, vous avez un ensemble de barres, et dans cette géométrie, la divergence du réacteur n'est pas créée, donc il n'y a aucune radioactivité. Maintenant, tout d'un coup, je réunis ces barres, le cœur devient critique, il y a émission d'une énorme quantité de radioactivité, mais ça, on fait ça lorsque le missile a quitté le silo, a quitté le sous-marin, a quitté l'avion, et le fait qu'il soit radioactif, ça pose plus aucun problème. À ce stade, il y a une chose qui me fait bien rigoler, quand je vois les Américains qui poussent les hauts cris en disant « Comment Poutine développe des armes nouvelles, épouvantables, qui vont tout déstabiliser ?» Là, je vais vous envoyer vers un projet américain qui date de 1955 et qui a été testé jusqu'en 1961. C'est un projet de SLAM, S-L-A-M, ce qui veut dire Supersonic Low Altitude Missile.
On a eu pendant la Seconde Guerre mondiale un missile à basse altitude, mais qui était subsonique, qui était le V1. Alors le V1, il y avait de la chaleur qui était dégagée à l'intérieur du moteur, mais pour éviter que ça reflue vers l'amont, eh bien, il y avait un système de clapets. Là, je montre sur cette image la position de ces clapets qui s'ouvraient et se fermaient un peu comme un store, et qui permettaient d'avoir une combustion pulsée, ce qui donnait au V1 cette espèce de bruit ronronnant. Bon, là, pour permettre au système de fonctionner, on a une buse à l'avant, comme vous voyez sur ce dessin. Et puis, il y a une onde de choc. L'air est recomprimé jusqu'à une pression de 20 bars. La température est amenée dans les 400 degrés. Cet air passe ensuite dans un réacteur nucléaire où il est échauffé. Et on a à ce moment-là une tuyère thermopropulsive. Le nom du projet américain était le projet Pluton, Pluton étant le maître des enfers. Ce projet est loin d'être resté comme une esquisse sur une feuille de papier. Il y a eu 260 millions de dollars de consacrés. Les essais de moteurs ont été faits au célèbre Lawrence Livermore Laboratory. Il s'agissait d'un réacteur nucléaire qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre carré d'entrée et 1 mètre de long, presque un cube. Quant à l'engin, c'est un truc de 26 mètres de long. Ça n'a plus rien à voir avec le petit missile Tomahawk qui fait 5,40 m de long et qui pèse 1200 kg. Là, ça pèse 27 tonnes. Et à bord, il y a 26 ogives. C'est-à-dire que c'est un engin qui est fait pour circuler à travers tout un continent, parce qu'évidemment, grâce à son réacteur nucléaire, il a une portée absolument illimitée. Et puis il lâche une petite bombe thermonucléaire de temps en temps, des armes anticitées. Alors évidemment, il crache une radioactivité pas possible. Il vole en basse altitude. À l'époque, on indiquait 300 mètres, mais là, on peut très bien descendre beaucoup plus bas. Sur la mer, ça va voler à 10 mètres. Et le nombre de Mach a été donné à cette époque-là pour un Mach 3,5. Donc effectivement, c'est un engin supersonique et c'est aussi l'équivalent de ce qu'on appelle un statoréacteur, mais la différence est que l'énergie est apportée par un réacteur nucléaire et non pas par la combustion d'un hydrocarbure. L'aérodynamique de l'appareil ne posait aucun problème. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, c'était tout à fait l'engin volant qu'on voit dans la bande dessinée de Black et Mortimer de 1982, qui s'appelle Le secret de l'Espadon. Voilà la photographie d'une maquette qui correspondait aux essais en soufflerie de l'époque. Pour les amateurs, vous pouvez même trouver une maquette à construire en plastique. Et voilà le SLAM avec ses 3 boosters à poudre montés sur un véhicule assez lourd. Et vous voyez la taille du petit bonhomme qui est devant, c'est assez grand. Quant au réacteur nucléaire constituant le moteur, c'était le réacteur Tori 2C qui fonctionnait à l'oxyde d'uranium avec de l'oxyde de beryllium et puis de l'oxyde de zirconium, le zirconium étant transparent aux neutrons. Alors on le voit ici transporté sur des rails de chemin de fer, évidemment ça pèse un poids épouvantable parce que quand on veut faire des essais, on est obligé de mettre un blindage en plomb pour protéger des neutrons et des rayons gamma, et comme ça émet de manière extraordinaire, le blindage est assez lourd. Mais ce blindage disparaîtrait évidemment dans le propulseur de vol. On sait qu'il y avait 465 000 éléments hexagonaux qui étaient rangés un petit peu comme des nids d'abeilles, comme des réuniages de nids d'abeilles, donc qui s'imbriquaient pour créer la criticité. Sur la photo, on voit très bien la forme hexagonale de ces petits éléments qui contiennent à l'intérieur un tube cylindrique dans lequel passe le gaz qui va être chauffé dans ce réacteur. Des structures qui fonctionnaient à une température de 1277 degrés. Les essais ont été réalisés en soufflerie à rafale, avec une grosse réserve d'air comprimé qui était détendue de manière à entrer dans l'entrée d'air à Mach 3,5 ou à 4, et avec une pression de 20 bars et une température de 400-500 degrés, de façon à correspondre aux conditions de vol. Bon, tout ça, ça a été fait avec des temps d'essai de 50 minutes, qui n'étaient limités que par la réserve d'air dans le réservoir. Donc on peut dire que le moteur était carrément opérationnel. Voilà ce que donne une rapide recherche sur le net. Maintenant, on trouve même une vidéo qui montre les grandes lignes du projet. Ainsi, présenter la réalisation russe comme quelque chose de monstrueux, ça fait doucement rigoler parce que la seule chose qui a fait que les Américains ont abandonné ce système, c'est que le système des missiles balistiques était plus efficace.
Poutine nous annonce que ce système est d'ores et déjà opérationnel. Nous avons constaté toutes les performances qui ont été prévues. D'où un premier système d'armes basé sur un missile de croisière qui a une portée illimitée et qui emporte son énergie sous forme nucléaire. Ce qui nous permet de créer la nouvelle forme de notre système d'armes à base de missiles croisière avec le système embarqué énergétique. Avec sa source d'énergie d'origine nucléaire, ce missile de croisière a une autonomie absolument illimitée qui lui permet d'adopter n'importe quelle trajectoire totalement imprévisible. Et Poutine de conclure. Et avec la trajectoire imprévisible, donc ce système d'armes est invulnérable face à des systèmes modernes existants. Et à la fin de 2017, nous avons réalisé le premier lancement réussi de ce nouveau missile de croisière russe. Là, la vidéo montre un missile de croisière qui part du nord de la Russie, qui évite toutes les régions continentales, qui frôle le Groenland et puis qui descend à travers l'Atlantique, en évitant toutes les zones qui sont couvertes par le système de défense ABM, qui contourne l'Amérique du Sud de façon à pouvoir attaquer la côte ouest américaine. Là, la vidéo montre la Terre avec un missile qui part et puis qui évite des zones en bleu qui représentent les zones de défense et qui finit par pouvoir attaquer la côte ouest américaine pour avoir contourné l'Amérique du Sud. Comme vous le comprenez, rien de tel n'existe chez personne dans le monde. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et on peut se poser cette question parce que les Russes n'ont jamais bluffé en matière d'armement. Et là, c'est simplement la rupture qui existe entre la propulsion nucléaire et la propulsion chimique. Ça s'est passé avec les sous-marins et on a vu tout d'un coup des sous-marins nucléaires qui avaient une portée illimitée, qui pouvaient naviguer pendant des années sans jamais refaire le plein de carburant parce qu'ils n'ont pas de carburant. Maintenant, si on prend un missile de croisière et qu'on lui donne une source d'énergie nucléaire, en plus tous ces composants, on n'a pas besoin pour ces composants d'avoir une durée de vie très importante. Il suffit que ça dure le temps que dure la mission. Alors si vous dites à des gens spécialisés dans le nucléaire, faites-nous une source qui tienne pendant quelques heures, il n'y a pas de problème. Donc, en tant que réponse au système ABM américain, les Russes ont mis en œuvre deux systèmes assez classiques. C'est la grosse fusée à poudre, le Sarmat, qui est un engin dont les dimensions ont été amenées à 200 tonnes, de manière à permettre une trajectoire transpolaire, mais en passant par le pôle sud. Et puis l'autre, c'est cette continuation du projet américain de missile SLAM, avec propulsion nucléaire. S'agissant des sous-marins, on sait que les Russes ont développé des modes de propulsion qui sont différents des hélices et de propulsion MHD déjà depuis des décennies, et c'était le sujet du film américain avec Sean Connery qui s'appelait « À la poursuite d'Octobre Rouge ». Octobre Rouge étant le nom d'un sous-marin extrêmement moderne qui aurait été doté de modes de propulsion tout à fait différents. Et là, on peut dire que pour Octobre Rouge, ce qui est important, c'est que la MHD ne produit pas de turbulence. Et c'est important pour les sous-marins, à un certain moment, de se propulser de manière performante, mais également de le faire de manière silencieuse. Il faut aussi garder en tête que cette propulsion MHD sous-marine n'a rien à voir avec le fait d'adapter des propulseurs sur le côté du sous-marin. En fait, ce sont des accélérateurs pariétaux qui aspirent l'eau de mer au voisinage de la paroi sur une épaisseur de quelques centimètres. Et ça annule la traînée du sous-marin, la rendant négative. Donc on obtient des vitesses très importantes. Vous imaginez bien que ce que les Russes ont adapté pour un missile de croisière aérien, ils se sont empressés de le faire pour des engins sous-marins. Alors on n'appelle pas ça un missile de croisière sous-marin, on appelle ça un drone. Et vous imaginez ce que c'est qu'un drone sous-marin équipé d'un réacteur nucléaire qui, en plus, va cracher une radioactivité pas possible, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'il est porteur d'une arme.
Ces jours-ci, je suis allé visiter le sous-marin qui est exposé au musée de la Villette. C'est un appareil qui a été conçu dans l'après-guerre et il a une profondeur de plongée de 200 mètres. Bon, maintenant, avec des coques un peu plus épaisses, les sous-marins modernes arrivent à 600 mètres de profondeur. Mais quand vous regardez le sous-marin de la Villette, il a des arceaux armés, mais il a une coque qui fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Et ensuite, quand vous prenez les sous-marins de grande performance nucléaire, les coques sont en titane et font quelques centimètres. Et ça permet de tenir à 600 mètres de profondeur. La technologie des drones s'applique aussi dans le domaine des sous-marins sur des profondeurs très grandes avec des portées extrêmement longues. C'est tout à fait fantastique, avec un niveau de bruit extrêmement bas, un niveau de manœuvrabilité extrêmement haut, et ces moyens qui pourraient s'y opposer n'existent tout simplement pas aujourd'hui. Donc tous les appareils sous-marins drones peuvent être équipés d'armes conventionnelles comme d'armes nucléaires et sont capables de frapper absolument toutes sortes d'objectifs de cibles, c'est-à-dire des équipements du littoral, des équipements de surface, des équipements sur Terre. Ce système est d'un gabarit extrêmement réduit, avec un système de consommation d'énergie extrêmement puissant, avec beaucoup plus de puissance que les sous-marins existants et une mise en œuvre extrêmement rapide. Un tel drone sous-marin pourra être emporté à bord d'un sous-marin nucléaire, comme évoqué dans la vidéo, sauf que cela ne ressemblera absolument pas à ce qui est montré. Ce drone sous-marin sera équipé d'un réacteur nucléaire sans blindage qui, lorsqu'il entrera en criticité, dotera cette unité sous-marine d'une puissance phénoménale qui pourra le faire aller à une vitesse bien supérieure à celle du sous-marin et des torpilles. Encore une fois, bien que ce soit très récent, Vladimir Poutine nous indique que ce système est opérationnel. Et on n'a aucune raison de mettre sa parole en doute. Nous avons mené un certain nombre d'essais et de manœuvres en décembre 2017. Ceci nous permet de mettre en place de nouveaux systèmes d'armes nucléaires. Alors la question qui se pose, c'est quel type d'explosif nucléaire mettons dans un drone sous-marin? Il est évident à ce moment-là qu'on ne vise plus la précision. Il ne s'agit plus d'envoyer un missile de croisière qui est précis à quelques mètres près. C'est une arme de dissuasion, c'est pas une arme tactique. Donc sur un drone sous-marin, étant donné qu'on n'est pas limité en charge, on mettra des bombes de 100 mégatonnes. Et à ce moment-là, en amenant ça devant le port de New York ou le port de San Francisco, en faisant péter un truc pareil dans l'eau, on aura un tsunami de 200 mètres de hauteur qui va détruire la ville, quoi. Mais ces armes, ce ne sont pas faites pour être utilisées, elles sont dissuasives. C'est comme ça que j'interprète la fin de phrase suivante. Avec des munitions extrêmement puissantes. Parfois, dans des livres ou dans des articles, vous trouverez employés les mots d'armes nucléaires tactiques. Ben, une arme nucléaire tactique, c'est quelque chose qu'on serait susceptible d'employer. Et ça, par essence, c'est absurde. Une arme nucléaire, ça doit être impossible à employer. Donc une arme de 100 mégatonnes, il y a une logique de paix. Alors qu'une arme tactique, c'est une logique de guerre. J'entends des gens s'insurger en disant, vous vous rendez compte, Poutine, c'est irresponsable, il évoque des armes épouvantables. Mais une arme nucléaire, même de 300 kilotonnes, c'est épouvantable, c'est déjà 20 fois Hiroshima. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. Une petite arme tactique, mais c'est l'horreur. Alors on pourrait dire par exemple que les charges nucléaires emportées par un missile comme le Tomahawk sont raisonnables, c'est de petites armes nucléaires. On vit dans un monde de mensonges et de bourrage de crâne. Par exemple, on entend des gens s'insurger contre l'usage d'armes chimiques, même si c'était vrai. Or, regardez par exemple les drones américains, ils tirent des missiles avec de l'uranium appauvri. Et l'uranium appauvri, eh bien, c'est pyrophorique, ça brûle, ça contamine tout, et après ça flanque des cancers à tout le monde. Donc c'est une arme qui représente une punition vis-à-vis des gens à qui on inflige ce type de traitement. Et personne ne lance des appels effrénés en disant il faut interdire ces armes à uranium appauvri. Personne ne le fait.
Bien, maintenant, on va passer aux dernières parties de cette vidéo de Vladimir Poutine en revenant aux questions du déplacement de machines aériennes et des nombres de Mach atteints. Tous les pays développent un certain nombre d'armes supersoniques. Un Mach, c'est 1062 km/h. Et donc, au-delà de 5 Mach, c'est déjà des vitesses hypersoniques. La vitesse permet de rendre un système inatteignable et à ce moment-là, le système antimissile sur le mode américain devient inutile. Donc évidemment, toutes les armées du monde aujourd'hui cherchent à maîtriser cette technologie pour avoir des armes contre lesquelles il n'y a pas de telle riposte. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la Russie est dotée de tels équipements. Ils existent. Et dans ces nouveaux systèmes d'armes, nous avons pu mettre en place un système de missiles aéroportés à vitesse hypersonique et, comme vous l'avez compris, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Et les essais viennent d'être achevés. Et depuis le 1er décembre de l'année dernière, ce système a été affecté sur les aéroports, sur les bases aériennes du sud de la Russie. Donc les caractéristiques de vol UNIL de ce porteur aéromobile permettent de toucher n'importe quel point en quelques minutes. Et cette vitesse hypersonique, qui est 10 fois plus rapide que la vitesse du son. J'attire votre attention sur ce que vient de dire le président de la Russie, Vladimir Poutine. Il vient d'employer un chiffre. Il vient de dire que cet missile aéroporté peut évoluer à Mach 10, à 10 fois la vitesse du son. Je vous repasse le passage. Et cette vitesse hypersonique, qui est 10 fois plus rapide que la vitesse du son. Alors, quand dans l'après-guerre, les premiers avions ont dépassé la vitesse du son, dépassé Mach 1, dépassé 1060 km à l'heure, eh bien, il n'y avait pas d'échauffement. Pourquoi? Parce que la quantité de chaleur qui est collectée sur les parties avant des appareils, ça varie comme le carré du nombre de Mach. Et là, ma foi, le carré du nombre de Mach 1, c'est pas grand-chose. Puis ensuite est venu Concorde. Concorde, c'est Mach 2. Alors, Mach 2, eh bien, on a un accroissement de température de l'ordre de la centaine de degrés. Alors, il y a deux accroissements de température. Il y a le fait que l'air s'arrête sur le bout du nez, puis il y a le frottement. Le vol à Mach 2 du Concorde portait le bout de son nez à 135 degrés, et ainsi que les bords d'attaque, et ma foi, la peau des ailes et la paroi du fuselage à une température de 95 degrés. Cette augmentation de température faisait que la longueur du fuselage du Concorde s'accroissait pendant le vol de plus de 20 cm. Mais c'est compatible avec la façon de construire les appareils, c'est-à-dire avec des alliages GG, des alliages qui ont des températures de fusion de 600 degrés centigrades. Et puis vous savez qu'il y a aussi le fameux Blackbird, l'oiseau noir, l'avion espion américain qui arrive à faire Mach 3,6. Et là, on va tout de suite se heurter à ce qu'on appelle le mur de la chaleur. Il y avait le mur du son, là c'est le mur de la chaleur. Les parties des appareils qui souffrent le plus, c'est celles qui sont dans les parties frontales, juste à ce qu'on appelle le point d'arrêt, c'est-à-dire lorsque l'air arrive, et puis sur le point d'arrêt, l'air est immobile, donc autrement dit, il se recomprime, et c'est cette température de compression qu'on cite. Et là, à ce moment-là, pour le SR-71, pour le Blackbird, ça atteint 500 degrés. Au cours de sa croisière hypersonique, la température de paroi sur toute la surface du Blackbird atteint plusieurs centaines de degrés. Mais cet accroissement de température est lié au frottement de l'air sur la surface de la voilure et du fuselage.
Et cet échauffement est tel que la dilatation de l'appareil est considérable. Et elle est tellement importante qu'on ne peut pas prévoir des réservoirs de carburant qui sont complètement jointifs. Donc autrement dit, le SR-71 doit décoller, doit faire un petit tour, un petit galop d'essai à Mach 3,5 au-dessus du terrain, de façon à se dilater. Et à ce moment-là, quand il décolle, eh bien, le carburant fiche le camp, il fuit comme c'est pas possible. La photo que je vous montre correspond justement à cette première phase de vol. L'avion n'est pas à une altitude considérable et ça se voit à la structure de la formation nuageuse qui est en dessous. Mais si vous regardez bien, vous verrez que juste derrière le fuselage, il y a une espèce de petite traînée grise et ça c'est le carburant qui fiche le camp. Cette première partie du vol permet de porter l'avion à sa température de fonctionnement. Il va donc se dilater et à ce moment-là, les réservoirs de carburant deviendront étanches. Alors ça permettra, après qu'il ait repris une vitesse plus faible, de le ravitailler en vol, de remplir ses réservoirs à ras-bord, et seulement à ce moment-là, il peut commencer sa mission. Au-delà de Mach 3,5, au-delà de cette vitesse de vol du SR-71, du Blackbird, commence le domaine de l'hypersonique. Et vous avez entendu Poutine citer Mach 5 jusqu'à 5 fois la vitesse du son. Et entre 3,5 et Mach 5, eh bien, on envisagera de permettre à l'appareil d'endurer ses contraintes thermiques simplement avec les qualités des matériaux utilisés. Alors qu'est-ce que c'est que ces matériaux? C'est par exemple, c'est tout à fait les tuiles de la navette spatiale, c'est-à-dire ce sont des matériaux composites à base de carbone qui résistent à des températures assez élevées, jusqu'à 2500 degrés. Supposons qu'on veuille envisager des températures encore plus élevées, par exemple sur un bord d'attaque de voilure ou sur le bout du nez d'un missile. On va utiliser par exemple le tungstène. Alors le tungstène, c'est les filaments de lampe électrique. Bon, ça tient 3000 degrés. On monte à des températures légèrement supérieures avec des composites, mais ça monte guère au-delà. Maintenant, vous vous souvenez, Poutine a parlé de Mach 10, 10 fois la vitesse du son. Alors là, on va avoir une température d'arrêt supérieure. Ça monte à combien? Dans les 6000 degrés. Il n'y a aucun matériau sur Terre qui est capable de résister à des températures pareilles. Donc comment marche le missile de M. Poutine? Et il utilise la MHD. Et c'est pas possible de faire autrement. C'est la seule solution. Qu'est-ce que c'est que cette MHD? Ça veut dire magnéto-hydrodynamique, mais les Russes emploient le mot MGD, c'est-à-dire magnéto-gaz dynamique. Bien, c'est l'art et la manière d'agir sur un fluide avec des forces électromagnétiques, avec un champ magnétique et une décharge. Quand j'ai mis en ligne la première version de cette vidéo, il y a des internautes qui m'ont dit « Mais ce missile qui a 2000 km de portée, qui vole à Mach 10, est-ce que sa propulsion, c'est uniquement la MHD ?» Moi, j'ai tendance à penser que ce serait composite. Rappelez-vous l'histoire du Kursk, dont les tubes lance-torpilles avaient été modifiés de façon à passer de 70 cm à 1 mètre. Rappelez-vous l'histoire de ces torpilles hyper véloces russes, des torpilles qui en fait étaient des torpilles à poudre, dans lesquelles la propulsion était liée à un combustible solide, mais dans le divergent, il y avait un générateur MHD qui fournissait une puissance électrique qui réduisait la traînée. Là, on a un missile qui va couvrir 2000 km à Mach 10, c'est-à-dire à 3,4 km à la seconde, c'est-à-dire en 600 secondes, c'est-à-dire en 10 minutes. Donc il est conçu pour fonctionner 10 minutes. Moi, je le vois avec une propulsion à poudre et avec un générateur MHD dans la tuyère qui supprime l'onde de choc devant et qui permet justement d'atteindre ces vitesses avec des traînées plus faibles, des rendements meilleurs et un échauffement limité. Alors à partir du moment où on a cette puissance électrique, eh bien on dispose un petit peu de bras comme ça qui va permettre de ramer. Jusqu'à quel point ces forces électromagnétiques, ces forces de Laplace ou de Lorentz sont-elles efficaces? Eh bien imaginez, prenez par exemple les moteurs du Concorde. J'enlève le moteur, et puis là-dedans je mets un bobinage qui crée un champ magnétique d'un Tesla. Et puis je mets des électrodes et je crée un courant d'1 ampère par centimètre carré. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais ça fait quand même 10 000 ampères par mètre carré. Et à ce moment-là, si on calcule la force JB, c'est-à-dire l'intensité par le champ magnétique, eh bien on va trouver 1 tonne par mètre cube, 1 tonne force. Alors prenez de l'air qui fait 1,3 kg par mètre cube, et sur ce 1,3 kg vous mettez 1 tonne,
Vous imaginez l'accélération. Alors ça c'est tout à fait réaliste. Quand on faisait des expériences de laboratoire dans les années 60 à l'Institut de mécanique des fluides, eh bien on avait un accélérateur MHD et sur quelques centimètres, le plasma gagnait 5 km par seconde. Vous voyez, donc, autrement dit, ces forces électromagnétiques, c'est une façon autoritaire d'agir sur un gaz en disant tu discutes pas, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais ce que je te dis. Bien, revenons maintenant à l'échauffement sur la partie frontale des engins, sur leur point d'arrêt. L'échauffement, il est lié à la recompression, elle-même liée à l'onde de choc. Et cette recompression, elle est liée justement, on appelle ça stagnation point en anglais, c'est-à-dire le point où le plasma, où le gaz stagne, il ne peut pas s'évacuer. Donc c'est cette compression qui fait que la température augmente. Bon, maintenant, on va évoquer cette formation d'une onde de choc. Prenez un autobus qui pénètre dans une foule. Alors si l'autobus rentre dans cette foule à moins de 50 cm par seconde, il n'y aura pas de problème. Les piétons arriveront à s'évacuer de chaque côté du pare-choc. Mais si vous allez plus vite, vous allez être en supersonique, vous allez faire de la chair à pâté, quoi. Bon, ben c'est pareil pour les molécules d'air. Les molécules d'air, par exemple dans l'air atmosphérique, elles se baladent à 340 mètres par seconde. Donc si vous rentrez là-dedans à une vitesse plus faible, l'air a le temps de s'évacuer. Mais si vous rentrez en supersonique, eh bien c'est plus possible. Il faut donc que l'air se configure de façon à pouvoir s'évacuer. Donc il faut qu'il augmente sa vitesse du son local, il faut qu'il augmente sa vitesse d'agitation thermique, donc sa température. Donc vous comprenez pourquoi il y a une température plus forte derrière une onde de choc. Donc qu'est-ce que c'est que la MHD? Eh bien ça consiste à dire on va supprimer la cause pour supprimer l'effet. Donc on va empêcher les ondes de choc de se former. Et pour les empêcher de se former, eh ben c'est pas difficile. On va utiliser des forces électromagnétiques qui aident les molécules d'air à passer. Tout cela, je l'ai expliqué dans une bande dessinée scientifique qui s'appelle Le Mur du Silence, que j'ai publié en 1983, c'est-à-dire au moment où j'écris ces lignes, il y a 35 ans. Et je me souviens que je l'avais conçue de façon à ce qu'elle soit compréhensible, même par un ministre. Mais ça a été le bide complet. Et heureusement, vous pourrez la télécharger gratuitement à cette adresse sur le site de Savoir sans frontières. Alors pourquoi ce titre, Le Mur du Silence ? Eh bien, c'est toujours d'actualité. Figurez-vous que ces jours-ci, un journaliste voulait m'interviewer justement sur ces armes russes. Et puis au dernier moment, il s'est dit non, Jean-Pierre Petit, c'est l'homme des ovnis. Ben oui, il y a une chose, c'est que j'ai lancé cette idée de suppression des ondes de choc. Je pense que j'étais le premier à le faire en 1975. Immédiatement est apparu le lien avec le phénomène ovni, parce que voilà des objets qui se promènent à vitesse supersonique sans faire de bang. Bon, j'ai écrit des livres, j'ai donné des interviews, donc maintenant je suis absolument infréquentable. Revenons au discours de Poutine et essayons de faire un peu le point. Bon, l'idée c'est de s'affranchir des systèmes antimissiles. Alors, la première solution, c'est de grossir un missile balistique en l'amenant à 200 tonnes, ce qui lui permet de prendre n'importe quelle trajectoire pour frapper un point. Mais ça reste un missile balistique. Le deuxième point, on prend un petit réacteur nucléaire et on réactive le projet américain de 1955-61 du SLAM, avec à ce moment-là une tuyère thermopropulsive et puis un engin qui fonctionne quand même à Mach 3,5, donc en supersonique. Donc c'est un missile de croisière supersonique de grande portée, et avec une tuyère thermopropulsive qui utilise l'énergie thermique fournie par un réacteur. Ensuite, troisième système, eh bien un système qui est à ce moment-là à 2000 km de portée, qui a une durée de vie de 10 minutes. Et moi je pense que c'est un système mix avec une propulsion fusée et un système MHD qui permet justement de grimper en nombre de Mach. Les vecteurs qui ont à la fois une grande profondeur, une grande vitesse et une très grande autonomie, eh bien ce sont les drones sous-marins qui tirent alors leur énergie d'un réacteur nucléaire embarqué et pour lesquels il n'y a pas de problème de poids. Écoutons de nouveau Poutine parler de ce missile à Mach 10. En plus doté d'une manœuvrabilité très élevée, ce qui permet de garantir le développement de nouveaux systèmes d'armes avec des portées supérieures à 2000 km, tant munis de munitions classiques que de munitions nucléaires, et qui portent le nom de Kinjal, c'est-à-dire le poignard. Alors là, Poutine montre à l'assistance un bout de vidéo.
Mais alors franchement, si ce truc-là marche à Mach 10, je mange mon chapeau. Non, je crois que toutes les vidéos qui sont montrées sont là juste pour fixer les idées. Vous verrez, Poutine le précisera un peu plus loin. Ce n'est pas tout. Ce bond en avance dans le domaine technologique concerne aussi la mise en place d'un nouveau système de missiles stratégiques comme système d'armes principal, et les essais ont été achevés. Encore une fois, je le répète, nous avons souvent dit à nos partenaires américains et européens de l'OTAN que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour neutraliser les systèmes de défense antimissiles occidentaux qui menacent notre État. Nous l'avons dit lors de négociations, nous l'avons dit publiquement et nous l'avons dit encore une fois récemment après les grandes manœuvres nucléaires que nous avons menées. Je dois dire que ce qui vient d'être dit et chaque mot que j'ai prononcé a son rôle. Notre système est unique au monde, aucun autre État ne l'a. Fin de la citation. Chaque mot a sa valeur parce que j'ai parlé notamment du système qui permet d'éviter les limites classiques des contingences géographiques. Nous l'avons dit ouvertement de façon à inciter nos partenaires à discuter. C'est pas la première fois. En 2004, déjà je l'avais dit, la Russie a longtemps eu du retard. Personne ne voulait parler avec la Russie. Personne ne nous a écoutés. Écoutez-nous. Maintenant, écoutez-nous. Nous vivons une époque où, pour une puissance, le fait d'avoir un impact international repose sur sa force. Et pendant longtemps, la Russie a été mise hors jeu. La Chine l'est toujours, d'ailleurs. Mais maintenant, ces puissances autres que les États-Unis commencent à relever la tête et le monde entier écoute celui qui a les plus grosses gougounettes. Et c'est ce qu'avait compris De Gaulle dans l'après-guerre, qui a immédiatement réclamé sa force de frappe, pas tellement pour se défendre contre un ennemi, mais plutôt pour peser sur le plan international. Actuellement, les grandes puissances sont celles qui ont l'arme nucléaire. Mais assez vite, posséder l'arme nucléaire ne suffisait pas. Alors effectivement, celui qui avait les armes antimissiles avait un avantage par rapport aux autres. Ça devenait le gendarme du monde, ça devenait celui qui pouvait imposer son autorité en créant un monde unipolaire. Mais là, avec la déclaration de Poutine, les choses ont changé. On est déjà dans un monde bipolaire et peut-être un jour tripolaire. Et peut-être c'est une garantie de paix parce qu'un monde unipolaire, c'est inquiétant. Surtout quand le président de cet État est M. Trump. À ce stade de son discours, cela a valu à Vladimir Poutine une standing ovation. Poutine reprend maintenant, mais il faut faire le point. On a d'abord eu un missile de croisière alimenté par une source d'énergie nucléaire, avec une très grande portée, une portée infinie. Ensuite, il y a eu des drones sous-marins. Et puis, troisième point, c'est un missile à portée moyenne, 2000 km, mais hypersonique, à Mach 10, emporté par avion. Maintenant, c'est le quatrième point. Là, c'est l'arme stratégique hypersonique, avec une grande maniabilité. Et nous pouvons vous assurer que dans un avenir prochain, les forces nucléaires russes seront équipées d'éléments et d'armements capables de frapper tout point, avec une grande manœuvrabilité et une grande vitesse. Ce système fait la différence par rapport au système d'armes ancien, puisqu'il possède la vitesse hypersonique, la vitesse de 20 Mach. Et donc, cet ensemble de systèmes d'armes est capable de manœuvrer en profondeur, en altitude, ce qui le rend invulnérable face à tout autre système de défense antimissile.
l'emploi des matériaux composites nous a permis de résoudre le problème de vol plané de ce bloc dans les conditions de création de plasma. C'est en quelque sorte un météorite, une boule de feu qui possède la température de 1600-2000 degrés Celsius. C'est la température sur la surface de cette boule de feu. Alors là, on voit un missile conventionnel qui emmène ce genre de véhicule qui est placé sur orbite, donc à vitesse orbitale. Puis alors après, il évolue entouré de plasma et il se livre à des virages qui lui permettent d'éviter les systèmes de défense de l'ennemi et de frapper donc sa cible. Au passage, la couche de plasma qui l'entoure le protège des tirs laser qui absorbent l'énergie. Mais à Mach 20, la température d'arrêt au bout du nez, c'est carrément plus de 20 000 degrés. Donc là, l'utilisation de la MHD est quelque chose d'absolument incontournable. Cette vidéo se termine par une image qui, à ce moment-là, a peut-être un peu de rapport avec la réalité. Il faut se rappeler une chose, c'est que les Russes avaient testé un engin qu'ils avaient appelé Ajax, qui n'avait pas pu à l'époque, avant l'effondrement de l'Union soviétique, amener à maturité. Voilà une photo d'Ajax prise en soufflerie. Et disons que le petit frère américain d'Ajax s'appelle Aurora. C'est donc un engin hypersonique. Et pour savoir comment ça marche, je vous renvoie à un de mes livres dans lequel tout ça est expliqué. On est en 2018, j'ai publié ce livre en 2003 chez Albin Michel, donc il y a 15 ans. Si on accepte une vue très schématique du planeur hypersonique, j'ai dit plus haut que les vidéos qui étaient montrées étaient uniquement pour fixer les idées. Ça ne correspondait pas à la réalité. Et vous allez voir que Vladimir Poutine confirme mon impression. Suite à des raisons qu'on comprend très bien, nous ne pouvons pas vous montrer l'aspect de ce système d'armes puisque cela revêt une grande importance aujourd'hui. Je crois que tout le monde le comprend, mais je vous assure que tout cela est opérationnel et tout cela fonctionne très bien. Qui plus est, les entreprises de défense ont déjà entamé la fabrication de systèmes d'armes qui fait partie du système stratégique de défense de la Russie, baptisé Avant-Garde. Alors quel rapport entre ce planeur hypersonique et l'engin Ajax ou son petit frère Aurora? Eh bien Ajax et Aurora ont un moteur, ce sont des avions espions. Tandis que le planeur hypersonique n'a pas de moteur. Qu'est-ce que c'est qu'un planeur? C'est une machine volante qui n'a pas de moteur, qui utilise la gravité. Et à ce moment-là, cette machine, en dégringolant à Mach 20 dans la haute atmosphère, eh bien, grâce à un système générateur MHD linéaire qui transforme une partie de l'énergie cinétique incidente du gaz en électricité, produit du courant électrique, et ce courant est utilisé comme gouverne. C'est utilisé pour permettre à la machine de virevolter, et surtout ça fait une très forte tension à la partie avant, qui crée un bourrelet de plasma qui protège justement cette machine des flux thermiques très importants. Un planeur n'a pas que des gouvernes, il a aussi un dispositif qui assure sa sustentation. Et bien là, le planeur hypersonique est ce qu'on appelle un wave rider, c'est-à-dire qu'il surfe sur son onde de choc. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc oblique couchée qui se crée à la partie inférieure, le dessus est plat, et cette surpression lui suffit à acquérir une grande finesse et ça lui permet de franchir des dizaines de milliers de kilomètres à très grande vitesse en rebondissant sur les hautes couches de l'atmosphère comme jadis le personnage de bande dessinée qu'on avait appelé le surfeur d'argent. Nous savons très bien que tout un nombre de pays utilisent des nouveaux principes physiques pour concevoir les nouveaux systèmes d'armes, mais là, nous sommes en avance. Dans la fin de cette vidéo, Vladimir Poutine tient à signaler que la Russie est loin d'être en retard dans des armes comme l'arme laser. Toujours, nous avons par exemple atteint des grands résultats dans la création de l'arme à laser. Ce ne sont pas des assertions théoriques et pas simplement le début de fabrication
Non, les systèmes d'armes laser équipent déjà l'armée russe. Quelle conclusion formuler à partir de tout cela? Bon, ça n'est pas rien. Comme je l'ai dit, les Russes n'ont jamais menti sur leur capacité militaire. Disons que lorsqu'il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique, on a assisté à une migration de cerveaux russes vers l'ouest, mais il faut croire qu'il en est resté pas mal sur place. Et puis surtout, bon, ces gens-là, ils ont un certain patriotisme, ils travaillent aussi pour la survie de leur pays. Poutine a trouvé des cerveaux pour concevoir tout ça, et les physiciens russes ont toujours été des gens au top niveau. Il est tout à fait exact qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la science russe a connu une crise majeure. Les laboratoires n'avaient plus de quoi payer les gens qui travaillaient chez eux. Les projets étaient mis en croix par manque de financement. Mais peut-être les États-Unis ont dû sous-estimer les capacités de récupération de la Russie. La guerre froide n'a jamais cessé, simplement elle s'est déplacée, c'est devenu une guerre froide économique. On a vu comme du temps de Reagan comment l'Amérique avait réussi à effondrer l'Union soviétique en la contraignant à une surenchère sur le plan des armements qui était épouvantable. Mais là, la Russie d'aujourd'hui a joué sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Lorsque Obama envoie sa flotte se promener en mer de Chine, c'est aussi pour provoquer les Chinois et les amener aussi à développer des armements qui seraient ruineux et qui pourraient compromettre leur économie. Mais peut-être que la Chine joue de la même façon sur le qualitatif, et il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de têtes nucléaires et des milliers de ceci, des milliers de cela. Il suffit d'avoir des bonnes armes qui sont impossibles à stopper, suffisamment dommageables pour que même en petit nombre, elles représentent une dissuasion valable. Nous vivons une époque où, pour une puissance, le fait d'avoir un impact international repose sur sa force. Et pendant longtemps, la Russie a été mise hors jeu. La Chine l'est toujours d'ailleurs. Mais maintenant, ces puissances autres que les États-Unis commencent à relever la tête, et le monde entier écoute celui qui a les plus grosses coucougnettes. Et c'est ce qu'avait compris De Gaulle dans l'après-guerre, qui a immédiatement réclamé sa force de frappe, pas tellement pour se défendre contre un ennemi, mais plutôt pour peser sur le plan international. Actuellement, les grandes puissances sont celles qui ont l'arme nucléaire. Mais assez vite, posséder l'arme nucléaire ne suffisait pas. Alors effectivement, celui qui avait les armes antimissiles avait un avantage par rapport aux autres. Ça devenait le gendarme du monde, ça devenait celui qui pouvait imposer son autorité en créant un monde unipolaire. Mais là, avec la déclaration de Poutine, les choses ont changé. On est déjà dans un monde bipolaire et peut-être un jour tripolaire. Et peut-être c'est une garantie de paix parce qu'un monde unipolaire, c'est inquiétant. Surtout quand le président de cet État est M. Trump. Alors regardez sa signature qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses analyses graphologiques. Bon, ce qu'elle révèle, c'est un entêtement absolument hors de pair, une mégalomanie sans faille. Il a une signature qui fait 5 ou 6 fois celle des autres. Ensuite, il écrit très posément. Les graphologues appellent ça une écriture en dents de requin. Donc Trump est un requin. Mais il n'a pas de sensibilité, pas d'empathie. Et finalement, il a conçu sa personnalité de manière réactive face au reste du monde. Donc voilà, nous sommes entre les mains de ce monsieur. Bien, revenons au propos de Poutine. À ce stade de son discours, l'assistance lui a fait une standing ovation. Dans la fin de cette vidéo, Vladimir Poutine tient à signaler que la Russie est loin d'être en retard dans des armes comme l'arme laser. Nous avons obtenu de grands résultats dans la création des armes à laser. Ce ne sont pas des assertions théoriques, il ne s'agit pas non plus du début d'une fabrication, non. Les systèmes d'armes laser équipent d'ores et déjà l'armée russe. Quelle conclusion formuler à partir de tout cela? Bon, ça n'est pas rien.
Comme je l'ai dit, les Russes n'ont jamais menti sur leur capacité militaire. Disons que lorsqu'il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique, on a assisté à une migration de cerveaux russes vers l'ouest, mais il faut croire qu'il en est resté pas mal sur place. Et puis surtout, ces gens-là, ils ont un certain patriotisme, ils travaillent aussi pour la survie de leur pays. Poutine a trouvé des cerveaux pour concevoir tout ça, et les physiciens russes ont toujours été des gens au top niveau. Il est tout à fait exact qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la science russe a connu une crise majeure. Les laboratoires n'avaient plus de quoi payer les gens qui travaillaient chez eux. Les projets étaient mis en croix par manque de financement. Mais peut-être les États-Unis ont dû sous-estimer les capacités de récupération de la Russie. La guerre froide n'a jamais cessé, simplement elle s'est déplacée, c'est devenu une guerre froide économique. On a vu comme du temps de Reagan comment l'Amérique avait réussi à effondrer l'Union soviétique en la contraignant à une surenchère sur le plan des armements qui était épouvantable. Mais là, la Russie d'aujourd'hui a joué sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Lorsque Obama envoie sa flotte se promener en mer de Chine, c'est aussi pour provoquer les Chinois et les amener aussi à développer des armements qui seraient ruineux et qui pourraient compromettre leur économie. Mais peut-être que la Chine joue de la même façon sur le qualitatif, et il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de têtes nucléaires et des milliers de ceci, des milliers de cela. Il suffit d'avoir des bonnes armes qui sont impossibles à stopper, suffisamment dommageables pour que même en petit nombre, elles représentent une dissuasion valable. Face à ces annonces, la réaction des Américains a été de ne pas se déclarer surpris par tout ce qui était présenté par Poutine, en suggérant qu'ils étaient déjà au courant. Mais là, quand même, on se pose une question, parce que cette stratégie des Russes invalide complètement le système ABM, la politique justement des armes antimissiles. Les Américains ont-ils l'équivalent de leur côté? Et si c'est le cas, pourquoi développer des armes antimissiles, puisque celles-ci ne servent plus à rien finalement? On ne peut pas déployer des armes antimissiles sur la planète entière, parce que c'est quand même des choses qui ont une portée limitée, même quand on les met sur des unités navales. Il y a un trait de compas qu'on peut porter autour, on les voit d'ailleurs sur les animations qui sont présentées par les Russes. Les Américains ont dépensé énormément d'argent pour créer ces genres de choses-là, et c'est doublement invalide parce que les armes laser sont inefficaces face à des objets entourés de plasma. À côté de ça, les armes destinées à réaliser des interceptions par collision deviennent à la fois moins rapides et moins agiles surtout que les objets qu'elles sont en principe chargées d'intercepter. La déclaration de Poutine introduit donc un bouleversement total dans la stratégie planétaire. Pourquoi Poutine a-t-il fait toutes ces déclarations le 1er mars 2018 ? Certains pourront dire que c'était pour conforter son élection, mais vous avez vu les dates qui sont indiquées dans son discours, ce sont des moments extrêmement récents. Le discours suit le moment où ces armes sont devenues opérationnelles. Alors soit Poutine bluffe, mais ça j'en doute, soit c'est le retour en force de la Russie sur la scène internationale. Que représentaient les États-Unis antérieurement à ce discours? C'est le capo mafioso, celui qui vous dira « je vous raquette, mais aussi je vous protège ». Et quand on voit des pays et des régions qui sont sous la domination d'un système mafieux, ce sont des pays en ruine, ce sont des pays en état de délabrement. Vous allez en Italie du Sud, vous allez à Naples, vous avez tous les systèmes publics fonctionnent mal. Et à ce moment-là, la mafia se substitue à tous ces pouvoirs. Le système ABM américain n'avait pas pour fonction unique de protéger les États-Unis. Il avait une valeur symbolique. Il signifiait « je peux protéger le monde entier ». Et on a vu au Moyen-Orient sur quoi débouchait cette protection américaine.
Avant l'invasion de l'Irak, le dictateur Saddam Hussein tenait le pays dans une poigne de fer en estourbissant une centaine de personnes par an, de manière tout à fait violente. Maintenant, c'est par jour. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 morts. L'opération récente en Syrie, moi je la vois comme une sorte de réponse au discours de Poutine. On peut dire que voilà comment se présente maintenant l'image de la France sur la scène diplomatique internationale. Vous n'avez pas trouvé beaucoup d'écho de ce discours de Poutine, de l'émergence de ces nouvelles armes russes dans la presse écrite ou dans la presse télévisée. Il y a un internaute qui m'a écrit, c'est très intéressant, vous devriez faire un article dans le Monde des sciences. Alors ça m'a fait sourire parce que le Monde a publié une liste des sites qui sont considérés comme donnant des fausses nouvelles, des fake news, et mon site internet est dedans. Il y a une autre conclusion personnelle, celle-là, à tirer en supposant que Poutine dise la vérité. Je crois qu'en 1975, j'ai été le premier à suggérer qu'on puisse se passer des ondes de choc grâce à la MHD. J'ai publié des choses là-dessus. Quelle a été la réaction de la France et du CNRS? Eh bien, un historien des sciences pourra avoir accès à mon rapport CNRS qui doit être dans des archives. Il contient une expertise psychiatrique, c'est-à-dire qu'un jour, le président de ma section a écrit à un chercheur en lui disant en quelque sorte on a chez nous un chercheur qui pense qu'on peut voler à vitesse supersonique sans choc, est-ce qu'il a un grain? Et le type a répondu, moi je me rappelle de la phrase, c'était I don't see any strangeness in it. I can testify this man is in normal mental condition. Traduction. Les activités de ce chercheur représentent une large palette. À propos de son idée de supprimer les ondes de choc, je ne vois rien de bizarre là-dedans et je peux vous assurer que cet homme est dans des conditions mentales tout à fait normales. Le dossier d'un chercheur, c'est un truc qui fait 10 à 15 cm d'épaisseur, et un jour, un type était de passage à l'Observatoire de Marseille, il avait le dossier, j'ai demandé si je pouvais le compulser, et j'ai trouvé ces choses-là. Mais de toute manière, dans ce dossier qui est dans les archives CNRS, on trouvera tous les projets de recherche de Jean-Pierre Petit pendant 10-15 ans, des projets à 10 briques, des projets à un bâton, des projets à 500 €, des projets à 100 €, c'est tout ça en MHD, quoi. C'était vraiment vox clamat in deserto. Quand j'évoque tout ça, ça donne l'impression que je veux régler des comptes. Mais enfin, il y a quand même eu des histoires extraordinaires. Par exemple, quand, grâce à Lichnerowitz, j'ai publié les premières notes au contrôle de l'Académie des sciences sur les aérodynes MHD discoïdaux, l'académicien Schatzmann a dit que ça ne pouvait pas voler parce qu'une machine ne pouvait pas sustenter en produisant elle-même son propre champ électrique et son propre champ magnétique, que des théorèmes s'y opposaient. Il était à l'époque président de la Société française de physique. Et il a cité l'histoire du baron de Munchausen, qui était dans un marais avec sa jument, il était assis sur sa jument, il avait réussi à sortir sa jument en tirant sur la crinière. Alors, moi, je lui ai demandé un droit de réponse, auquel j'ai participé en étant sur une civière, puisque j'avais un accident de travail entre-temps. Un copain avait fabriqué un aquarium qui contenait de l'eau acidulée, et là-dedans, il y avait le cheval de Munchausen, avec Munchausen dessus, et quand on branchait les fils, Munchausen sortait de l'eau. Et j'ai dit à Schatzmann, si vous avez raison, cette expérience ne peut pas marcher. Alors il y a toujours eu dans l'histoire des sciences des moments où les gens sortent complètement des clous. Bon, dans le temps, on les brûlait. Maintenant, on ne les brûle plus. Mais vous pouvez avoir des situations déjà assez inquiétantes. Lorsqu'il y a eu cette émission chez Ardisson en 2017, Laurent Alexandre a recommandé que je sois mis sous médicaments. Bien, on est en 2018 et d'après ce discours de Poutine, les faits semblent me donner un petit peu raison. Mais ça n'est pas fini, il reste la cosmologie, ce qui fait que la question qu'un chercheur doit toujours se poser, c'est jusqu'où peut-on penser trop loin ?